Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Caroline Plouffe qui vient nous présenter son livre « Pimp ton TPL ». À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte nous amène son sujet « Qu'est-ce qui déclenche le rire ?» Notre collaborateur Jean-François Plouffe est aussi des nôtres et nous parle des mesures de contrôle en santé mentale. Bienvenue à Folie douce. Ici Claire. Ici Julie. Du podcast Endoed. Vous écoutez présentement Folie douce. J'accueille mon invité Caroline Plouffe. Bonjour Caroline. Bonjour. Merci d'être là à Folie douce et on va parler aujourd'hui d'un livre que tu as publié récemment qui s'appelle « Pimp ton TPL ». Donc, on va en apprendre beaucoup. Il est beau, il est coloré d'abord. Pourquoi tu as décidé de faire un livre sur le sujet du trouble de personnalité limite, finalement? Oui, ben parce que moi, j'ai été diagnostiquée avec le trouble de la personnalité limite. Et du coup, quand j'ai eu le diagnostic, on m'a référé à la Maison sans limite. Et suite à ça, j'ai été élue au CA de cette maison-là. Ouais. Et puis, au CA, souvent, on essayait de trouver une façon pour que les gens nous connaissent, parler de nous, mais qu'ils connaissent aussi le trouble. Et donc, c'est là qu'on a eu l'idée, ben pourquoi on n'écrirait pas un livre, mais un livre par une patiente, pas... Quelqu'un qui connaît ça, là. Voilà, tu sais, avec des mots d'une patiente. Ouais. Et puis le livre, c'est pour ça qu'il est comme aussi coloré. C'est comme, il y a 45 dessins que j'ai faits. OK, c'est donc l'illustration. Ça, je me demandais, sont très belles, les illustrations. Ben oui, presque à chaque page, il y a une belle illustration. Chaque page, il y a une illustration. Puis tu sais, c'est un petit livre, mais complet. Il y a comme un paragraphe, une image. Puis ça rend, comme je trouve, un peu le lecteur... qui peut rentrer plus dans notre tête parce que chaque dessin sont très représentatifs, mais il y a des trucs cachés. Puis c'est un livre aussi qui a comme une tristesse, puis il y a un côté très drôle. On saute d'une émotion d'une page à l'autre. Puis je trouvais que ça représentait aussi un peu là, le trouble de la personnalité limite. C'est comme plusieurs petites thématiques, ou en tout cas plusieurs thèmes. Là. En fait, on parle de la colère, on parle de le plaisir, la solitude, etc. Donc, c'est très simple. Puis j'imagine que ça fait le tour quand même de la question, mais c'est plus facile peut-être à lire un petit bout, d'y revenir. C'est pas un roman, c'est plus comme on pourrait le qualifier de livre un peu de référence. Voilà. C'est ça, hein? Pas compliqué, là, très simple. Là. Puis c'est ça aussi un peu l'idée, parce que, tu sais, les gens, pour qu'ils comprennent un peu ce qu'on vit, puis c'est quoi le trouble aussi, ben, il fallait pas que ce soit trop compliqué, puis que ça soit des mots que les filles ou les hommes auraient pas compris. T'sais. Parce que ça touche tout le monde. Ça touche, je pense, un petit peu plus statistiquement des femmes, mais il y a des hommes aussi, je pense. De plus en plus, les hommes en parlent. De plus en plus, les hommes consultent. Et puis, oui, il y en a de plus en plus, mais il y en a toujours eu, mais au moins, là, on commence à les apprivoiser plus. Là. Et tu dis donc, tu as eu à un moment donné un diagnostic de TPL, donc de trouble de la personnalité limite. Est-ce que ça date de longtemps? Non, moi, tu vois, j'ai eu mon diagnostic il y a 3 ans de ça. Mais ça fait depuis que j'ai 16 ans que je consulte, que je me suis retrouvée dans des urgences, que je me suis retrouvée à faire des thérapies. Mais ça a pris beaucoup d'années là, avant que vraiment qu'un psychiatre me confirme que c'était ça puis qu'il m'explique c'était quoi. Et qu'est-ce que tu ressentais ou qu'est-ce que tu avais comme problématique, disons, depuis que, justement, ça fait quand même depuis 16 ans, là, depuis l'âge de 16 ans? Bien, moi, je te dirais qu'en gros, le groupe, puis de ce que les filles... quand je dis les filles, je parle beaucoup des filles de la Maison sans limite, qui est la ressource que je fréquente. Ouais. C'est le mal de vivre, c'est le vide intérieur, c'est le sentiment de l'abandon, mais versus des folies, des journées où pas nécessairement des highs, mais tu sais, le côté noir versus la joie de vivre, qui est comme toujours en contradiction. Ça fluctue beaucoup. Voilà, là. C'est ça. Puis la différence entre un TPL ou, mettons, un autre trouble, ben nous, c'est que c'est des cycles vite, c'est rapide, les changements d'humeur. Donc, c'est pas mal ça, là. Ça, c'est la grande ligne là, du trouble. Oui, parce que on parle, par exemple, la maniaco-dépression, souvent, il y a des grands highs, des grands bas, mais sauf que c'est souvent des périodes plus longues, comme tu dis. Mais quelqu'un me disait, dans une même journée, dans une même semaine, il peut y avoir une fluctuation d'émotions. C'est épuisant, là. J'imagine que tu te sentais assez bizarre. Ben, c'est épuisant, puis c'est difficile pour nous, puis c'est difficile pour notre entourage. Ouais. Donc, tu sais, puis ça vient comme, je vais vous donner un exemple. Mettons, on se lève, on a une mauvaise journée, puis là, ça file pas. Puis là, tout est noir. Puis là, ben, on va dans cette vague-là. Puis là, on est découragé, puis
tout d'un coup, je sais pas, on reçoit une bonne nouvelle, on reçoit un remboursement d'impôts. Ah ben là, c'est le party. Là, on est sur un... OK, là, on s'en va magasiner, on fait la fête, mais il y a peut-être même pas 15-20 minutes, on était sur le bord d'avoir des idées noires. Donc, ça saute, puis c'est très rapide aussi. Fait que oui, c'est pas évident là, de tout le temps gérer ça. Est-ce que tu t'es posé des questions toujours? Tu te disais, tout le monde est comme ça depuis, tu sais, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, est-ce que tu étais tanné justement de vivre ce genre d'émotion-là? Parce que c'est souffrant là, jusqu'à un certain point. Vraiment. Puis ce qu'on a aussi compris avec le temps, c'est qu'au début, il y a plusieurs années, les psychiatres ne le disaient pas aux patients parce qu'il n'y avait pas de médicaments. Il n'y a toujours pas de médicaments. C'est pas une maladie ou un trouble. C'est pas quelque chose qui se soigne. Okay. Ça se traite pas. Ça fait... la seule solution, c'est de le gérer. Puis en gérant, ben, c'est des thérapies puis tout ça. Mais il n'y a pas de remède miracle. Donc, souvent, les psychiatres, ils le disaient même pas parce que pour eux, c'était pas nécessaire. Il n'y avait rien à faire. Donc, ça, c'est quelque chose qui a cassé avec le temps. Puis de plus en plus, les psychiatres se sont dit, ben, on va le dire aux patients. Mais dans le fond, ils le marquaient dans le dossier, mais ils nous le disaient pas. Puis on dit souvent, tu sais, le rétablissement, ça part du fait que quand tu te connais, puis quand tu connais, au moins tu peux au moins lire là-dessus ou en parler. Puis l'accepter, comment qu'on peut accepter quelque chose qu'on connaît pas? Fait qu'on se posait tout le temps des questions. Mais tu sais, c'est pas vrai qu'il n'y a rien à faire. C'est ça. Tu sais, c'est cette mentalité-là du temps qui a changé avec les années et heureusement, là. Et l'entourage là-dedans doit aussi, un livre comme le tien, je pense que aussi ça doit aider, pas juste les personnes qui s'ignorent peut-être, il y a peut-être des gens qui vivent ce genre de problématique-là, puis en lisant ton livre, on dit hey, c'est moi, là, mais aussi l'entourage, tu sais, l'entourage aussi doit être un peu perdu dans tout ça. Là. Oui, puis tu sais, j'ai fait une page très simple là, avec des conseils pour l'entourage, juste des petites choses qui changent la vie, qui évitent des conflits. Tu sais, des fois, c'est juste une façon d'approcher les gens ou tout ça. Fait que, puis toujours dans l'humour, comme je vous dis dans le livre. Donc, oui, puis les gens, ils peuvent se retrouver parce que malgré tout, on a toutes des... comment je peux dire? Sans nécessairement avoir tous les symptômes, mais on a des traits. T'sais? Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'une personne a des traits qu'elle a un trouble de la personnalité limite, mais oui, ça rejoint tout le monde. Et ça peut nous arriver à tout le monde d'avoir une journée où, je sais pas, là, ça va pas du tout, puis après ça, c'est comme tu disais tantôt, il arrive une bonne nouvelle, puis là, tout à coup, c'est moins pire, là, la journée est moins pire, on peut peut-être pas mais ça arrive souvent, il n'y a pas personne qui a une humeur... qui va toujours rester au même niveau. Là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, nous, on est beaucoup identifiés, tu sais, comme des gens très colériques. Mais c'est pas ça. C'est pas nécessaire. Oui, il y a des colères. Ça arrive. Hein. Ça arrive, des colères. Mais c'est pas que des colères. Ça peut être aussi juste, on file pas, on est déprimé, ça va pas, sans nécessairement faire une crise. Tu sais, c'est ça. Les gens ont l'impression que quelqu'un qui a un trouble de la personnalité limite est toujours en crise. Ouais, mais non, c'est pas ça. C'est ça la perception. Tu sais, c'est pour ça qu'il faut qu'on en parle, parce que c'est ça la perception. On a l'impression que c'est toujours quelqu'un que tu vas l'effleurer puis elle va partir dans le rideau, là, comme on dit. Voilà, ça, exactement. Ça, c'est la fausse croyance. Ouais, mais c'est pas... ça vient démystifier l'affaire parce que c'est souffrant de l'intérieur. C'est pas juste la réaction. C'est probablement ça bouille en dedans puis les émotions se mélange. Là. Ben oui. Puis, tu sais, moindrement, c'est pour ça aussi qu'on le disait pas. Puis que les gens qui sont atteints non plus, ils s'en vendent pas. On crie pas ça, c'est toi. Parce que les gens, oui, effectivement, quand des fois, ils nous fréquentent, ils font attention. Mais il faut pas faire attention. Tu sais, c'est pas parce qu'on est émotionnellement des gens peut-être plus sensibles qu'on est des gens colériques. Si on dit comment la personne qui a un problème de TPL, donc comment peut-elle essayer de s'en sortir, puis comment l'entourage peut l'aider? Est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut donner aux gens? Oui, tout à fait. Ben, des trucs très simples, comme exemple, là, si une personne se confie, puis ça lui demande beaucoup d'émotions, d'expliquer un sentiment qu'elle vit, bien, si la personne est sur son cellulaire, puis elle regarde pas la personne, puis on se sent pas écouté, ben là, c'est sûr que nous, là, ça prendra pas long que ça va titiller par en dedans, la pression, là, c'est ça. Ouais. Tandis qu'une personne qui aurait pas le trouble, ben ça prendrait peut-être un petit peu plus de temps. Elle va moins s'offusquer rapidement, ou elle va moins le prendre personnel rapidement. Ça fait que ça, c'est un bon... Dans le fond, c'est d'être plus...
D'être plus doux, d'être plus compréhensif. Émotionnellement, tu sais, c'est difficile, les émotions. Hein? C'est difficile pour tout le monde, les émotions, pour les enfants, pour les grands, tout ça. Donc, quand que les gens qui ont des émotions sensibles, fortes, puis fragiles, ben... Tu sais, en respectant ça, en faisant attention juste à comment on parle aux gens. Mais tu sais, mettons que quelqu'un nous manquerait de respect, ben, ça veut pas dire qu'on va y sauter d'en face. Non. C'est ça aussi la marge entre les deux. Mais en se gérant nous-mêmes, en faisant des thérapies, ben on est capable, tu sais, être capable de laisser passer des émotions qui sont plus négatives au lieu que ça revire tout croche puis qu'on soit mal puis que notre entourage aussi. Ouais. Mais ça demande vraiment un travail sur soi. Il faut être honnête. Tu sais, les personnes qui ont un trouble de la personnalité limite, il faut qu'ils travaillent sur eux aussi. C'est pas magique, là. C'est un entraînement un peu, il faut y penser. Mais comment tu fais pour... Tu m'as l'air en bonne forme, puis comment tu fais pour justement contrôler peut-être cette problématique-là? Bien, exemple, moi, j'ai toujours travaillé. Moi, je suis dans l'ingénierie, je dessine des ponts routiers. Okay. Ça, c'est mon métier. Et puis, quand que j'ai commencé à travailler... à la firme d'ingénierie que je suis présentement, bien, tout simplement, j'ai avisé mon patron. Puis je lui ai juste demandé, je lui ai dit, tu sais, dans le fond, moi, je ne vais pas faire des crises ici, je ne vais pas faire la chicane, tout ça, mais si je te dis que j'aimerais qu'on en reparle demain, bien, je voudrais juste que tu respectes ça. OK. Et puis, ça a tellement été bien accueilli. Et puis, mettons, si je dis à un collègue, gars, j'aimerais juste qu'on en parle demain, ça fait toute une différence dans ma vie. Les gens le prennent bien. Ils le prennent bien, mais je pense qu'il faut leur dire aussi. Puis, tu sais, c'est pas grand-chose, mais des fois, il y a des gens, on dirait qu'il faut qu'ils règlent ça tout de suite. Puis là, ben ça aide pas de faire une pression parce que ça fait juste tu sais, comme mettre de l'huile sur le feu. Ouais, est-ce que ton employeur, à ce moment-là, t'avait posé des questions, mettons, sur est-ce que dans le fond, tu dévoilais un peu que tu avais quand même une problématique, là? Donc... Oui, il a été très ouvert, puis ça, j'ai apprécié ça beaucoup. Puis, tu sais, pas juste le patron, les amis, la famille, en le sachant nous-mêmes, puis en l'expliquant aux autres, tout le monde accueille ça bien. Tu sais, il n'y a personne qui va faire non, tu fais plus de partie de ma vie. Ah, ben, OK, oui, maintenant, je le sais. Dis-moi comment tu peux être bien, puis moi, je vais être bien. C'est la façon de le dire aussi, de la façon que tu l'as dit. Tu sais, on sent que tu as dû le dire comme ça, de façon ferme, mais douce, puis juste comme correcte. Là. Voilà. Que les gens ne sentent pas que c'est quelque chose que tu dis ça juste pour jamais en parler. Là. Tu dis pas, on va remettre ça demain pour leur porter, mais tu veux vraiment comme. Parce que là, c'est pas une bonne journée, puis c'est mieux. C'est ça. Parce que dans ma vie, je me suis rendu compte que des fois, j'étais vraiment mieux de prendre du recul. Me calmer. Parce que quand je me calme pas, puis que je veux régler le conflit encore en tension, ben c'est là que ça éclate. Fait que juste faire des petites choses comme ça. Mais comme je vous dis, c'est un travail. Hein? Chacun fait sa part, puis le respect, elle tire le respect. Ouais. Mais en même temps, c'est un bon conseil pour la population en général, je trouve, parce que c'est pas rare que, tu sais, quelqu'un est dans le trafic puis est vraiment stressé puis qui arrive près de ses proches, puis là, tout à coup, il y a quelque chose qui marche pas. Des fois, c'est peut-être mieux soit de pas rentrer tout de suite ou de décanter ça, ou sinon de dire justement aux autres, ben, on peut-tu comme régler ça plus tard? Ou, ton truc est bon aussi pour la majorité de la population. C'est du respect, hein? C'est comme, puis nous, on est sensibles à tout ça, peut-être un petit peu plus que les autres. Donc, tu sais, en nous connaissant nos faiblesses, ben là, on peut en faire des forces. Oui. Avant de terminer, Caroline, c'est super intéressant, mais ton livre est disponible, ça s'appelle le Pimp ton TPL. Oui, parce qu'on n'est pas une victime. Non, c'est ça. Voilà. Puis Pimp, pourquoi Pimp? Parce que justement, travaillons nos forces plus que nos faiblesses. Oui, fait que c'est ça, c'est positif. Puis il est disponible, le livre, en fait, à la maison Sans limite que tu mentionnais tantôt. C'est une maison qui est spécialement... qui est axée sur les services. Oui, c'est une ressource de maison Sans limite à Laval pour les femmes. Et nous allons avoir un volet pour les hommes, ce qui est une très bonne nouvelle. C'est intéressant aussi. Donc, les hommes aussi peuvent contacter la ressource à la maison Sans limite. Puis je vais donner la coordonnée. En fait, le site web, c'est tout en minuscule m100l.com. Voilà. Maison Sans limite. Donc, et puis le numéro de téléphone donc pour vous rejoindre, c'est 450-736-2001. 450-736-2001, la Maison Sans limite. Merci beaucoup, Caroline Plouffe, d'avoir été des nôtres. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à vous. Bonne chance, longue vie avec le livre Pimp ton TPL et puis bonne continuation. Et puis juste pour dire aussi, tous les profits du livre vont à la Maison Sans limite. C'est quelque chose que j'ai offert pour travailler sur le volet pour améliorer la ressource. Et le livre est en vente justement sur le site de la Maison Sans limite pour 20 $ seulement. Merci beaucoup, Caroline. Merci à vous. Au revoir. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet au www.antenne.qc.ca, antenne.qc.ca.
Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, tu nous amènes une question, d'une certaine façon. Qu'est-ce qui déclenche le rire? Oui, une question que beaucoup de gens se sont déjà posées dans l'histoire de la science médicale ou psychologique. Si il y a sûrement plusieurs facteurs. Là, je veux dire, se faire chatouiller, ça déclenche le rire, mais il y a sûrement une série d'autres facteurs. Il y a plusieurs facteurs, puis tu vas voir, on va les énumérer au cours de cet article. Ouais. C'est un article qui s'appelle « Poisson d'avril, qu'est-ce qui déclenche le rire ?» C'est sur le site scienceetavenir.fr. Alors, on nous dit « La contradiction, c'est ce qui fait rire. » Et le rire est déclenché par une incompatibilité logique. Ça, c'est une définition que j'avais déjà vue ailleurs. Oui, c'est vrai, ça arrive. Des fois, quand il y a une contradiction, ça nous fait rire, ça nous fait éclater de rire. Il y a quelque chose qui n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de sens. Ouais. Les études consacrées au sens de l'humour manquent, déplore M. Pascal Virtica, qui est spécialiste suisse en neurosciences. Pour y remédier, il a mené, en association avec l'Université de Stanford, en Californie, des travaux pour comprendre pourquoi le cerveau déclenche le rire quand il entend une bonne blague, si mis entre parenthèses, une bonne blague. Et dans leur article, ces chercheurs constatent que rire d'une blague implique l'activation de nombreuses parties du cerveau. Malgré la complexité de ces modèles d'activité, il est possible de faire ressortir deux éléments distincts. Le cerveau détecte tout d'abord une incompatibilité logique, puis réinterprète la situation. Le sentiment joyeux en découlant naît d'une activité du cerveau qui se différencie clairement des autres sentiments positifs. Et ce n'est pas tout. Dans leur étude menée auprès de 22 enfants âgés de 6 à 13 ans, les chercheurs encadrant Pascal Virtica ont prouvé que le traitement de l'humour était différent d'un sexe à l'autre, et ce, dès le plus jeune âge. Ils ont enregistré l'activité cérébrale des enfants pendant qu'ils regardaient de petits films drôles ou simplement divertissants. Par exemple, des enfants en train de faire du breakdance. Ça serait divertissant. Okay. Ouais. Donc, en moyenne, le cerveau des filles réagit davantage aux scènes drôles et celui des garçons plutôt aux scènes divertissantes, comme le breakdance. L'humour joue également un rôle important pour le bien-être psychique. On le constate notamment chez les adultes souffrant de troubles mentaux, surtout d'autisme ou de dépression. Ceux-ci traitent souvent l'humour de manière différente et y réagissent moins. Pour M. Pascal Virtica, une meilleure compréhension des processus cérébraux concernés lorsque l'on rit d'une blague pourrait avoir une grande utilité thérapeutique. Mais comme on peut voir, on n'est pas rendu là encore. Le rire est le propre de l'homme. Ça, c'est une phrase qu'on a souvent entendue. Ça, c'est sur le site étudier.com. Et on nous pose la question, le rire, tout d'abord, est-il propre à la culture? Selon Friedrich Nietzsche, l'homme souffre si profondément qu'il a dû inventer le rire. Pourtant, des études ont montré que tous les humains savent rire dès la naissance. Il s'agit d'une caractéristique innée de l'homme. Les causes du rire sont diverses. Il y a l'humour, il y a les chatouilles, comme tu disais un peu plus tôt. Ouais. Il y a le stress. Ça, je ne comprends pas tellement, mais apparemment que ça fait rire. Non, mais des fois, quand on est trop stressé, effectivement, on peut se mettre à rire, là, un peu nerveusement. Ouais, le rire nerveux, oui, probablement. Il y a le rire d'autres personnes. Il y a des substances chimiques, etc. Et d'un point de vue physique, le rire est un mouvement réflexe, enchaînant de petites expirations saccadées qui contractent les muscles du visage et qui s'accompagnent d'une vocalisation provoquée par des mouvements d'inspiration et d'expiration du diaphragme. Ça, c'est compliqué quand même quand on rit. Hein. On dit que y a une détente là, qui arrive avec le rire, habituellement. C'est bon pour la santé, en d'autres mots. Oui, oui. Alors, de nombreux muscles du visage, du cou et du tronc peuvent être sollicités. Même si tous les hommes sont capables physiquement de rire, ils ne vont pas tous rire de la même chose, on s'en doute. De plus, il a été démontré qu'un homme rit 12 fois plus quand il est en compagnie d'autres personnes que quand il est seul. C'est vrai que le rire, c'est communicatif. Hein? Oui, ça arrive souvent. Ouais. Au Moyen Âge, le rire fut d'un enjeu idéologique d'importance. Ça, c'est le côté politique ou social du rire, si tu veux. En effet, le rire faisait l'objet de deux définitions contradictoires. La première, héritée des pères de l'Église grecque,
et largement diffusée dans l'Occident latin, condamne le rire. La seconde, qu'on trouve d'abord chez le philosophe Aristote, puis relayée par tous les grands auteurs chrétiens du Moyen Âge, affirme à l'inverse que le rire est le propre de l'homme. Il en résulte une controverse entre théologiens. Au rire s'oppose la vraie joie et l'extase réservée à une petite élite monastique. Alors, je vais m'arrêter ici, Yvan, et je reviendrai un peu plus tard avec ce sujet. Et pendant ce temps-là, on va se faire rigoler un peu pour... On va se chatouiller. Se chatouiller un peu pour revenir plus tard avec l'espresso allongé. Qu'est-ce qui déclenche le rire? À venir dans l'émission, notre collaborateur Jean-François Plouffe nous amène sa chronique sur les mesures de contrôle en santé mentale. À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet « Qu'est-ce qui déclenche le rire? » Vous écoutez actuellement Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. La santé mentale est un vaste monde. Venez avec nos chroniqueurs qui nous amènent en territoires inconnus. J'accueille à nouveau notre collaborateur Jean-François Plouffe. Bonjour Jean-François. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, tu nous parles de mesures de contrôle et c'est un sujet qu'on a déjà parlé, mais on va aborder plus le côté, en fait, le point de vue de la personne quand la personne est touchée par des mesures de contrôle en santé mentale. C'est ça. Quoi faire pour essayer de s'en sortir le mieux possible? Ouais. C'est peut-être important de définir au départ ce que c'est que des mesures de contrôle. C'est pour quand on est à l'hôpital et que les gens, les soignants perçoivent là, qu'il y a comme une désorganisation ou une situation de crise. Donc, on parle de contention, l'idée d'attacher une personne, souvent après une civière là, avec des sangles. On peut aussi l'isoler, l'enfermer dans une pièce de laquelle elle ne peut pas sortir, ou encore on peut lui injecter sans son consentement des tranquillisants qui vont finalement l'endormir. Donc c'est ça dont on parle quand on parle de mesures de contrôle. Oui, tout ça se fait encore aujourd'hui. On croirait que ça n'existe plus, que ça date de l'ancien temps, mais dans le fond, ça existe encore, là. Oui, ça existe encore beaucoup et ça existe tellement que c'est encadré par la loi. Il y a un article dans la loi sur les services de santé et les services sociaux qui encadre l'utilisation des mesures de contrôle et cet article-là dit que ça doit être fait dans un seul et unique but, c'est-à-dire d'empêcher une personne de s'infliger ou d'infliger à quelqu'un d'autre des lésions. Donc, s'il y a vraiment un danger de se blesser, il est possible d'utiliser les mesures de contrôle dans certaines circonstances, pas dans toutes, et pas à répétition non plus. Normalement, ça ne devrait pas se faire plus qu'une fois, et ça doit se faire de la façon la moins contraignante possible pour la personne, et ça ne doit surtout pas se faire à des fins de punition ou de menace. Il arrive souvent que des gens se font dire, si tu ne prends pas tes médicaments, on va être obligé de t'attacher. Des choses comme ça. Ça, c'est des menaces pour obtenir un consentement qui n'est pas légalement valide. Donc, on ne peut pas se faire dire ça. Si jamais une personne se fait dire ça, elle pourra très bien porter plainte auprès du commissaire aux plaintes et à la qualité des soins de l'établissement parce qu'il y a vraiment un comportement qui est inadéquat et inapproprié de la part des soignants. Mais encore une fois, si on porte plainte, est-ce que la personne va être crue? Comment peut-elle s'assurer? Elle va se dire, si je porte plainte, là, les gens vont me regarder un peu de travers, puis c'est moi qui va finalement écoper. Oui. Souvent, la plainte, elle peut être portée après l'hospitalisation. C'est sûr que ça ne réglera pas le problème de la personne à très court terme, mais ça peut des fois faire changer l'attitude des soignants, juste que les soignants sachent que la personne sait que le processus de plainte existe, c'est déjà un moyen là de faire se comporter les gens d'une façon un petit peu plus respectueuse des lois. Donc juste de dire je sais que vous n'avez pas le droit de faire ça et je compte adresser une plainte au commissaire aux plaintes, peut-être que ça va permettre de changer un peu l'attitude des soignants. C'est peut-être le meilleur conseil, c'est ça effectivement pour dans la situation là, dans le feu de l'action de savoir quoi dire à la personne, c'est peut-être le meilleur conseil que
tu peux donner, effectivement. C'est ça, effectivement. Quand c'est terminé, là, quand le retour au calme s'est fait, il n'y a rien qui empêche la personne, effectivement, de dire ça et de dire qu'elle n'entend pas que ça se répète. Et les soignants le savent, en quelque part, là, qu'ils ne peuvent pas faire ça tout le temps. Il y en a qui affectionnent ces pratiques-là plus que d'autres. Il y a beaucoup de soignants aussi qui s'opposent à ça et parfois ils peuvent être mal vus un peu par leurs collègues. Mais bref, il faut savoir que c'est une mesure qui ne doit être utilisée. Ce sont des mesures qui ne doivent être utilisées qu'en tout dernier recours, quand tout le reste a échoué. Et comment se fait-il qu'il existe encore ce genre d'attitude-là parmi certains personnels, en fait? Parce que, tu sais, on se dit avec tout ce qui se sait aujourd'hui, avec les téléphones intelligents qui peuvent filmer, avec les droits qui sont de plus en plus mis de l'avant, comment ça peut encore exister? Ben d'abord, pour ce qui est des téléphones, très souvent, les gens sont privés de leur téléphone. On leur a enlevé leur téléphone dès leur admission à l'hôpital. Donc, ils n'ont plus de téléphone. Ils ne peuvent pas ni communiquer, ni prendre des photos, ni filmer. Donc, ça se fait, ça devient la parole de la personne contre la parole des soignants. Évidemment, la loi oblige d'inscrire dans le dossier de la personne l'utilisation d'une mesure de contrôle. Ça, encore là, ça relève de la bonne volonté des soignants. Mais la personne, il vaut quand même la peine là, pour la personne de documenter, au moins de garder en mémoire là, ce qui s'est passé, de façon à être capable de le dénoncer par la suite. Oui. Mais il faut aussi, il y a des comportements à adopter pour éviter les mesures de contrôle en période d'hospitalisation. Le premier moyen, évidemment, c'est malgré toutes les frustrations qu'on peut ressentir, tous les interdits qui nous sont faits, c'est pas indiqué de se fâcher, d'être agressif, de lever le ton, etc. Tout ça, c'est perçu comme des manifestations de dangerosité, puis ça peut devenir ce qu'on appelle un code blanc dans le milieu des soins de santé. Puis il y a souvent des campagnes de publicité qui disent la violence verbale, c'est tolérance zéro, etc. Donc même quand l'établissement met lui-même en place les conditions qui font que la personne va perdre patience, ben c'est quand même de la faute de la personne, puis c'est une conséquence du fait qu'elle ait perdu patience qu'on va l'attacher. Donc il faut être très très prudent dans son comportement et dans la façon dont on s'adresse aux soignants. Et on peut aussi, une fois que la crise est terminée, puis que les mesures ont été appliquées, on peut dire si jamais un nouvel événement de ce type-là apparaît, j'aimerais mieux, plutôt que de m'attacher après une civière, qu'on fasse autre chose avec moi. Et ça, c'est chaque personne le sait, là, qu'on me laisse seul ou au contraire qu'on vienne me parler pour que je puisse ventiler un peu, puis je ne deviendrai pas violent physiquement, etc. Donc, il y a plein de moyens alternatifs qui peuvent aider pour ramener une personne au calme. Des fois, ça prend un petit peu plus de temps, mais c'est beaucoup moins traumatisant pour la personne par la suite. Puis, si on tombe sur du personnel qui est un peu ouvert à ces mesures alternatives-là, ben ça peut fonctionner. Il faut aussi, on le disait tout à l'heure, s'assurer que quand les mesures sont appliquées, elles sont bien inscrites au dossier de la personne. Parce que si elles ne sont pas inscrites au dossier de la personne, là, effectivement, on va mettre ça sur le compte de fabulation ou de perte de contact avec la réalité où la personne s'est imaginée s'être fait attacher ou enfermer et il n'y aura aucune preuve tangible que ça s'est réellement passé. Une personne peut... Les fameux délires. Mais une personne peut demander ça, je veux que ça soit inscrit à mon dossier, puis ça va être obligé. D'autant plus que dans ce cas-là, c'est obligatoire. L'article 118.1 de la loi sur les services de santé oblige les établissements à inscrire tout recours aux mesures de contrôle dans le dossier médical de la personne.
Tantôt, excuse Jean-François, tu parlais le code blanc. Ça signifie quoi, le code blanc? Le code blanc, il y a toute une série de codes dans le milieu hospitalier, des codes de couleur qui sont utilisés plutôt que de dire, je sais pas moi, il y a eu un renversement de produits dangereux dans une salle, plutôt que de dire ça au micro pour appeler de l'aide, ben on va dire il y a un code rouge dans telle salle. Tout le monde du personnel sait ce que c'est que le code rouge, mais le code de couleur le plus connu, c'est le code blanc. Le code blanc, c'est ce qu'on appelle un patient agressif. C'est donc une personne qui reçoit des soins et qui a perdu patience ou qui est dans un état de crise. Et là, on appelle des collègues au secours, finalement, pour venir protéger le personnel contre les actes d'agressivité qu'une personne peut avoir. Okay. Donc, c'est ça, un code blanc, c'est un patient qui est agressif. Okay, merci. Mais souvent, il est agressif, comme je le disais, parce qu'on a mis tout un système en place qui font que n'importe qui, que ça rendrait n'importe qui agressif et on n'a pas le droit d'être agressif, on n'a pas le droit d'être fâché puis d'être indigné en psychiatrie. On s'expose à des gros problèmes quand on fait ça. Et aussi, il faut dénoncer, c'est bien important. Quand on est victime de ce genre d'actes-là, à répétition et pour des longues périodes de temps, il faut savoir que ça n'est pas permis par la loi. La loi est très claire, elle dit qu'on doit utiliser le moyen le moins privatif de liberté pendant une période de temps minimale en fait. Donc, si une personne est gardée 6 heures de temps attachée sur une civière, alors qu'elle est calmée, après 15 minutes de période d'agitation, ben il y a là clairement un non-respect de la loi et il faut le dénoncer. On peut le dénoncer au commissaire aux plaintes, on peut le dénoncer au protecteur du citoyen et à la limite, on peut même le dénoncer à la Cour des petites créances. Et d'ailleurs, il y a un recours collectif qui a eu lieu en 2015 contre un hôpital en particulier sur la rive sud de Montréal qui s'appelle le Centre hospitalier régional du Suroît. Et ce que les gens prétendaient, c'est que justement, le fameux code blanc, quand le code blanc arrivait en psychiatrie, il y avait un protocole qui existait pour tout le monde, en toutes circonstances, peu importe l'intensité de la crise. On immobilisait la personne, on la déshabillait entièrement, on lui mettait une couche, on lui installait une combinaison Argentino, qui est l'équivalent d'une camisole de force, on lui fixait de la contention à un lit d'hôpital, on lui injectait un tranquillisant et on la mettait en isolement. Donc, c'était la méthode maximale, complète, systématiquement pour tout le monde. Finalement, à l'issue de ce recours collectif, il y a eu un règlement hors cours qui a fait en sorte que l'établissement a versé 600 000 $ à toutes les personnes qui avaient été victimes de ces mesures abusives-là. Évidemment, comme c'est un règlement hors cours, on n'a jamais pu identifier de responsable. Il n'y a personne qui a eu à rendre de compte sur l'utilisation ou la mise en place de ce protocole-là, mais à tout le moins, les victimes, dans ce cas particulier-là, ont pu être indemnisées. Mais nous, on sait qu'il y a plein d'autres hôpitaux au Québec où il y a des choses semblables à celles-là qui ont lieu encore aujourd'hui, mais ça se passe dans le silence. Et il n'y a personne qui est au courant, puis les gens continuent à se faire abuser. Avec ce que tu nous donnes comme description, on aurait l'impression que ça se passait en 1950, mais voilà. c'est récent. Là, mais c'est au moment où on se parle, là, en ce moment même, il y a sûrement des dizaines de personnes dans des hôpitaux psychiatriques partout au Québec qui sont attachées après un lit puis qui ne peuvent plus bouger. Il y a des belles choses qui se font. Il y a aussi des choses comme ça qui sont plutôt très négatives. Là, oui, il y a des abus qui viennent d'une culture des asiles d'aliénés de la première moitié du 20e siècle. Tous les gens qui travaillent aujourd'hui en psychiatrie n'ont pas connu ça eux-mêmes, mais cette culture-là a toujours survécu. C'est toujours transmis d'une génération en génération de travailleurs. Et ça fait qu'encore maintenant, on considère les patients comme des gens toujours potentiellement dangereux, incapables de prendre une décision, toujours dans une situation de délire ou d'incompréhension de la réalité. Et donc, les soignants, et il y a une espèce de paternalisme aussi qui fait que les soignants disent, ben moi, je suis sain d'esprit, donc je sais mieux que toi qui es fou, ce qui est bon pour toi.
pour que tu deviennes moins fou. Et donc, on n'est pas porté à demander l'avis de la personne, à dialoguer avec la personne. Et de notre point de vue, le dialogue, c'est le départ d'une bonne relation thérapeutique égalitaire et aidante réellement pour la personne. Il faut que ça se fasse sur la base d'un dialogue. Puis les mesures de contrôle, c'est exactement l'inverse de dialoguer avec la personne. Merci beaucoup, Jean-François. En terminant, on va mentionner les coordonnées d'Action Autonomie pour en savoir plus ou se faire aider. Oui, on peut nous rejoindre au téléphone au 514-525-5060 ou par notre site Internet au www.actionautonomie.qc.ca. Jean-François Plouffe, merci beaucoup et à la prochaine. Merci à vous. Au revoir. Bonjour. De retour à l'émission Folie douce, leader en santé mentale depuis 1991. C'est maintenant le moment de l'espresso allongé. Pierre Laporte, tu as amorcé le sujet. Qu'est-ce qui déclenche le rire? Oui, et c'est une question complexe sur laquelle les psychologues se sont souvent penchés. Et, parce que c'est important de rire. Ça fait partie de la santé, je dirais. Oui. On doit rire. Là. Ah oui. Je dirais même que c'est un besoin. Ouais. Alors, je vais continuer ma lecture. J'étais rendu à un article qui s'appelle « Le rire est le propre de l'homme ». C'est sur le site étudie.com. Et on se pose la question, doit-on rire de tout avec tout le monde? Ça aussi, c'est une autre question. C'est le côté social du rire. Puis ça dépend toujours de chaque personne. Hein. Le niveau de ce qu'on trouve drôle peut être différent d'une personne à l'autre. Là. Oui, et ça dépend aussi du régime politique dans lequel on vit. Et on a déjà vécu aussi par le passé. Parce que les choses ont beaucoup changé. Alors, on nous dit, le rire, par définition, peut être dû à de nombreux événements bien différents les uns des autres. Mais le rire est aussi un langage qui est universel à l'homme et aussi un facteur social qui permet la cohésion. Toutes les choses de la vie sont-elles sujettes à rire? Et sont-elles sujettes à rire devant tout le monde? La question que l'on se pose est, peut-on rire de tout et avec tout le monde? Jusqu'où peut-on aller dans la plaisanterie? Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 11, on peut aisément lire « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire et imprimer librement. Ce concept de liberté d'expression est régi par de nombreux textes de loi. Aussi, l'homme est bel et bien libre de rire de tout. » Par le passé, en France, du moins, la censure était de principe. En plus de tous les propos injurieux ou diffamatoires, les plaisanteries étaient elles aussi censurées. Le rire devient alors aujourd'hui l'expression la plus symbolique de la liberté d'expression. Pouvoir rire de tout semble être un moyen parfait de confirmer sa liberté. Et ça, pour les Français, c'est très important pour tout le monde, je dirais, mais ça a un sens particulier pour les Français où on a le droit à la caricature. Mais en même temps, je me dis toujours, oui, on peut rire de tout, mais les droits et libertés de la personne protègent aussi certains droits. Donc, c'est toujours un peu, il faut quand même le faire avec du respect, je pense, parce que les gens sont libres aussi d'avoir... de garder leur dignité, d'avoir... il y a quand même des droits là, dans la loi. Là. Mais quand je lis ce passage-là, je ne peux pas m'empêcher de penser des événements là, qui ont mené à Je suis Charlie. Oui, Charlie Hebdo. L'attentat à Charlie Hebdo, effectivement. Pour les Français, c'est sacré. Le droit de rire, par exemple, des politiciens, de tout ce qui est sérieux. De religion, peu importe. Là, c'est ça. Je continue ma lecture. Le rire est même bénéfique pour les hommes. Lorsqu'un homme rit, il exorcise ses peines, ses chagrins et ses maux. Il combat ses angoisses telles que la guerre, la misère ou la mort. L'homme doit rire. Il est bon pour l'homme de rire. Des études ont prouvé que le rire est une détente de l'esprit. Il suffit d'observer le réel et le quotidien de l'homme pour s'apercevoir que le rire est une de ses capacités. Les éclats de rire sont communs. Qui n'a jamais été pris d'un rire interminable à la vue d'une personne cible, d'une farce ou d'un homme politique s'embarrassant avec un lapsus déplacé? Cependant, ces éclats de rire peuvent-ils survenir au regard de n'importe quel fait? Cette capacité à rire est-elle infinie?
L'homme peut-il rire de tout? Les humoristes semblent l'affirmer par les sujets de leur spectacle devenus presque inépuisables. Pourquoi arrive-t-il à nous faire rire alors que d'autres pleureraient en entendant de telles paroles? C'est vrai, je dois dire aujourd'hui que les humoristes se donnent plus de latitude que peut-être il y a 50 ans, peut-être. Puis il y a des gens pour qui c'est moins drôle, là. Je dirais les humoristes, ça ne plaît pas à tout le monde non plus. Non, mais on dirait qu'il y a moins de choses qui sont tabous. Non? Oui, il y a moins de choses, c'est sûr. Alors, on nous dit, peut-on tout le temps s'autoriser de rire où il y a des limites morales à respecter? La question prend ainsi un sens plus éthique et concerne à présent le domaine des mœurs. Un rire déplacé n'est pas puni par la loi. C'est un des principes de la liberté. À l'inverse, le totalitarisme, à l'aide d'une police des mœurs, canalise la pensée humaine et son expression. Le rire est le propre de l'homme, comme le disait François Rabelais, un écrivain français bien connu. Le rire est d'abord un phénomène physiologique qui mobilise, on l'a vu, une grande partie des organes de notre corps. De nombreux adjectifs et verbes interprètent d'ailleurs le caractère incontrôlé de ce dernier. On éclate de rire, on est plié de rire ou encore on se tord. Cette réaction de l'homme est généralement liée à des causes psychiques et morales. Le rire ne peut s'effectuer par lui-même, il est directement lié à la pensée. Voilà pourquoi les animaux ne rient pas. Mais attention, en terminant, un court article intitulé « Rire est-il propre aux humains ?» nous dit que c'est faux. Les animaux rient. En 2009, des chercheurs de l'université de Portsmouth au Royaume-Uni ont chatouillé des nourrissons et des petits orang-outans, de gorilles et de chimpanzés afin d'étudier leurs réactions. Verdict, tous ont ri, des petits hommes aux petits singes. Donc, les petits animaux peuvent rire. C'est intéressant. Oui, mais il faudrait que je revienne là-dessus. On manque de temps. Parfait, merci beaucoup. Donc, qu'est-ce qui déclenche le rire? On y reviendra. Merci. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Quelques mots pour conclure ce rendez-vous de Folie douce. Merci beaucoup, Pierre, pour ta mise en onde. Bienvenue, mon cher ami. Ainsi que pour tes blocs espresso et allongés où tu nous as posé la question « Qu'est-ce qui déclenche le rire? » On va certainement y revenir. Il y a beaucoup d'interrogations, puis c'est fascinant à découvrir. Notre invitée en début d'émission, Caroline Plouffe, nous a parlé de son livre « Pimp ton TPL », donc ça parle de troubles de la personnalité limite. Notre collaborateur Jean-François Plouffe nous a parlé pour sa part des mesures de contrôle en santé mentale. C'était donc le menu de Folie douce. Cette semaine, c'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir.